je le dois d'abord et je tiens à remercier les organisateurs et aussi à remercier mon ami et professeur Abdelwahab Rizik pour m'avoir fait découvrir cette organisation et rencontrer des hommes d'exception. Merci encore une fois. Avant de vous parler de la logistique, permettez-moi d'abord de vous présenter le groupe Cevital, dont je suis le fondateur et président du conseil d'administration. Le groupe Cevital, c'est un groupe familial, 100% familial. J'avais démarré en 1971, mais nous avons fait une plus forte croissance depuis 1999. De 1999 à aujourd'hui, nous avons multiplié notre chiffre d'affaires par 100 et nous sommes passés de 748 collaborateurs à 15 000 collaborateurs. C'est un groupe très diversifié. Nous sommes dans l'agro-industrie, nous sommes dans le verre plat, nous sommes dans la production d'électricité, nous sommes dans l'électronique, l'électroménager, nous sommes dans la sidérurgie, nous sommes dans la construction, dans l'immobilier, nous sommes dans la grande distribution, dans le shipping, dans le transport et dans la logistique, et dans la distribution automobile. Mais 60% de nos activités sont dans l'industrie agroalimentaire. Et ce qui nous a permis d'avoir un tel succès, en grande partie, c'est grâce à une bonne logistique. Donc, je vais vous en parler. Jusqu'à l'année 2013, tous nos investissements étaient concentrés en Algérie. Et à partir de 2013, nous avons acquis une société, la société Oxo dans les fenêtres à double vitrage en France. Nous avons aussi acquis une société dans le profilé aluminium en Espagne. Toujours en 2014, nous avons acquis le grand groupe Brandt dans l'électronique et l'électroménager, évidemment dans un cadre de la colocalisation. Nous avons préservé en France 1200 salariés et nous sommes en train de créer en Algérie un grand complexe électroménager et électronique qui doit employer 7500 collaborateurs. Et la même chose dans les fenêtres double vitrage. Nous avons hérité donc, acquis une société Oxo France qui avait 410 salariés. On avait gardé 288 au départ et après on est remonté à plus de 300. Et nous avons créé en Algérie une autre usine de fenêtres double vitrage qui va démarrer d'ailleurs le mois prochain avec 3000 collaborateurs. Et en 2015, nous avons pris possession à partir du 1er juillet le groupe Lucchini dans les aciers spéciaux à Piombino. Maintenant, je reviens à la logistique. Je vous disais qu'une bonne partie de notre succès de développement, c'est grâce à la logistique. Le complexe agroalimentaire de Cevital, nous l'avons implanté dans le port de Béjaïa. Le port de Béjaïa est à 235 km à l'est d'Alger. Nous avons construit un terminal de déchargement portuaire
qui décharge 2000 tonnes à l'heure. Mais pour pouvoir le faire, nous avons construit des silos d'une capacité, des silos et bien sûr des bacs pour les huiles végétales qui peuvent stocker 500 000 tonnes de capacité de stockage. Sans les capacités de stockage, on n'aurait jamais pu, évidemment, décharger à 2000 tonnes à l'heure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire décharger 2000 tonnes à l'heure? Ça veut dire tout simplement, ça nous donne un avantage comparatif par rapport à nos concurrents de $30 la tonne. Et quand vous faites 3 millions de tonnes, ça vous fait 90 millions de dollars. Donc vous voyez que la logistique est extrêmement importante. Les ports, c'est les poumons économiques d'un pays. Hier, quelqu'un avait dit, et effectivement je peux confirmer, plus de 80% des marchandises passent par les ports. Mais il ne suffit pas simplement de construire des ports. Il faut qu'ils soient très bien équipés pour être très performants. Nous, à Béjaïa, par exemple, un bateau, un Panamax, on le décharge en moins de 48 heures. Maintenant, je vais vous parler de Piombino. Piombino, que nous avons repris à partir du 1er juillet dernier, était un complexe sidérurgique des aciers spéciaux. Il y avait un haut fourneau et 3 laminoirs qui occupaient 525 hectares. Le haut fourneau a été arrêté pour des problèmes de pollution. Et donc nous avons décidé de remplacer le haut fourneau que nous comptons transférer dans des pays producteurs de matières premières, notamment le Brésil ou la Mauritanie pour le minerai de fer, et remplacer le haut fourneau par un premier four électrique d'1 million de tonnes, et si, évidemment, il y aurait une reprise d'ici là au niveau des aciers, rajouter un deuxième four de 1 million de tonnes, ce qui équivaudrait exactement aux capacités du haut fourneau. Moderniser la partie sidérurgique, renouveler les équipements pour les rails de chemin de fer, parce que une des spécialités de Piombino, c'est la production des rails de chemin de fer et la production aussi du fil machine et des barres pour la fabrication des pièces automobiles. Donc moderniser la partie sidérurgique qui, en définitive, ne va occuper que 20% des surfaces. Le reste, nous avons décidé de mettre 40% des surfaces restantes pour la logistique et 40% autres pour la partie industrie agroalimentaire. C'est-à-dire que nous avons l'intention donc d'éliminer tout ce qui est pollution, mais de réindustrialiser Piombino. Et Piombino, qui employait un peu plus de 2500 travailleurs, nous allons reprendre 2250 salariés sur les 4 prochaines années. Aujourd'hui, nous avons repris
715 salariés, le temps de faire les autres investissements. Alors ici, vous voyez la carte, on s'intéresse au Brésil, on s'intéresse à Piombino, en Italie, et on s'intéresse aussi à Tangemet, on s'intéresse au port Soudan et à Djibouti, pour essayer de développer notre business à l'international. Ce que nous avons constaté en faisant des analyses au niveau mondial, aujourd'hui, la majeure partie des protéines végétales qui permettent de produire justement des protéines animales proviennent des Amériques. Aujourd'hui, l'Europe importe 34 millions de tonnes de tourteaux de soja à partir des Amériques. Les trois pays producteurs, c'est les États-Unis, le Brésil et l'Argentine. Et le Brésil, que j'ai découvert, est un pays qui va connaître une très très forte croissance au niveau de la production alimentaire. Le Brésil a un handicap, même s'il a des plis de revient au niveau production agroalimentaire les plus bas au niveau mondial. Je vais vous donner un exemple. Dans le centre du Brésil, à Mato Grosso, la tonne de maïs, c'est 70 à 80 $ la tonne. Mais pour la faire venir jusqu'au port, ça coûte le double, 155 $ la tonne. C'est à partir de là où nous avons décidé d'investir au Brésil pour la réalisation de 3 ports au nord du Brésil. Un sur Tapajós, la rivière Tapajós au niveau Méritituba. Le deuxième à Santarém, c'est sur le fleuve Amazone. Et le troisième à Vila do Conde, à côté de Belém. Et c'est justement dans la région du Pará, dans l'État du Pará, et l'État du Pará représente une surface de 2,5 fois le territoire français. Donc ça, c'est pour vous donner une idée du continent. Pratiquement, c'est comme un continent, le Brésil. Et la région nord du Brésil, justement, c'est une des régions les moins développées. Et nous avons aussi, avec l'accord du gouverneur du Brésil, du Pará, c'est de construire des lignes de chemin de fer, réaliser les 3 ports et réaliser aussi une autoroute pour fluidifier et faire sortir les produits au niveau du Brésil. Pour vous donner simplement un comparatif, le coût de la logistique aux États-Unis, en ramenant les produits du nord des États-Unis, c'est-à-dire à partir des grandes prairies au niveau des frontières, de la frontière canadienne jusqu'à le golfe du Mexique, ça coûte entre 25 et 35 $ la tonne. Par contre, au Brésil, ça coûte 155 $ la tonne. Et en 2013, la région de Mato Grosso, qui a eu une croissance de production agricole de 35% en une année, puisque c'est une région où on peut obtenir 2 récoltes et demie par an, sans arroser. Et si vous arrosez, vous pouvez arriver
à 3 récoltes par an. Il y a le soleil, il y a l'eau et il y a le savoir-faire au niveau agricole. Mais j'étais stupéfait justement par le problème de la logistique et des infrastructures au niveau du Brésil. Jusqu'à les années 2013, tous les ports étaient gérés par le gouvernement fédéral. Ce qui fait que, avec le développement de l'agriculture, le développement économique du Brésil, le Brésil n'a pas pu sortir toute sa production. Il y a des camions qui mettaient 8 jours pour pouvoir décharger dans un port. Et c'est là où les agriculteurs brésiliens ont influé les États du Brésil qui ont eux-mêmes influé sur le gouvernement fédéral. Là, ils avaient ouvert au privé la réalisation de nouveaux ports et même ils ont mis aux enchères les concessions portuaires. Mais aujourd'hui, au Brésil, on n'a aucun problème à acheter du terrain et réaliser un port. On était intéressé justement par ce flux d'activités parce que tout simplement, nos pays, le Maghreb et certains pays africains et même du Moyen-Orient, nous avons des problèmes hydriques, nous avons des problèmes d'eau. Donc tout ce qui est, par exemple, sucre roux, on est obligé de l'importer du Brésil. Tout ce qui est tourteau de soja, même certaines huiles, on est obligé de les importer des Amériques. Le maïs, la même chose. Et aujourd'hui, quand on voit la production mondiale de ces produits, c'est eux pratiquement qui nourrissent pratiquement le monde, y compris l'Asie. Et ce que nous avons aussi découvert, c'est qu'au niveau des États-Unis, les terres sont pratiquement toutes cultivées. Là où il y a des réserves de terre, c'est le Brésil et l'Afrique. Donc nous avons eu aussi une concession au niveau du port Soudan. Nous sommes en train de discuter avec le gouvernement ivoirien pour développer aussi un port au niveau d'Abidjan, rajouter à l'île Boulet un port. Et notre idée, parce que nous sommes aussi dans le shipping, c'est d'importer des produits agroalimentaires au niveau de cette région et notamment du Brésil et exporter vers le Brésil des fertilisants, car le Brésil importe aujourd'hui près de 38 millions de tonnes de fertilisants, dont une partie que nous produisons en Algérie et dans nos régions. Et exporter aussi au Brésil du clinker et du ciment. C'est-à-dire, c'est de gagner au niveau des coûts de transport où nos bateaux doivent partir chargés et revenir chargés. Voilà, je vous remercie de votre aimable attention.